Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après l'invité du jour et samedi après-midi à 2h. Jeudi, nous allons parler de budget. Sénateur, depuis nous dit budget, nous connaissons dans le Sénat, président de la commission des finances, là, l'homme toujours a vu ton qualificatif, le puissant président de la commission des finances. Ça, c'est Timo Pam. Bienvenue à l'émission. Bon, puisqu'elle était comme mot par où, même pas quoi que la commission est aussi puissante. Pas dit ça, sénateur. Quand la société ou bien tant que médias t'as voulu qualifier lui. Donc on fait un travail technique qui permet aux collègues de prendre la décision qui s'impose. Avec introduction ça, on permet de saluer téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, Radio Télémétropole, surtout, monde qui branche régulièrement sur le magazine économique. Et m'a prédit où, M. Farel, mon ami, conseiller, tout ça, et admirateur tout. C'est un grand plaisir pour me répondre à l'invitation là et que moi disponible pour. Comme toujours. En fait, nous avons fait exercice fiscal là. Donc, année économique pays à censé finir, c'est le 30 septembre. Et budget, nous connaissons un projet de loi des finances qui est extrêmement important. Et moi, je me dis que nous ne sommes pas capables de sortir de lui-même parce que c'est lui qui peut l'exprimer. Son instrument social, économique, côté toute décision à prendre. C'est ça que je considère position pour la très importante. Et c'est encore parce que nous ne suspendre faire en cas d'éducation, expliquer comment le projet de loi ça a commencé et pour le finaliser. Et je fait auditeur grâce de définition théorique qu'on joint dans le livre sur le budget. Pour moi, prenons là-dedans. Le budget est défini comme la traduction chiffrée des engagements ou promesses électorales. Donc, comme la transformation en chiffres de tout ça que un gouvernement a dû adopter comme priorité dans la perspective d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc, c'est toute promesse que le président te vend pendant la campagne là, ou bien candidat tout, te vend pendant la campagne là, que pour le mettre en chiffre pour capable permettre que la population lui-même bénéficie de tout projet ça. Tout changement, tout engagement candidat te prend au cours de la campagne électorale, il peut manifester volonté pour répondre à eux-mêmes, pour porter réponse à revendications que mandant yo te exprimé devant pendant la période de campagne, tout va matérialiser à travers ce document qu'on appelle le budget. Si je prends le cas du président Martelly, campagne était chita sous les 4 E prioritaires: emploi, éducation, environnement, état de droit. Premier budget, premier projet de loi de finances que le gouvernement va soumettre à l'approbation du Parlement, il faut que la population ouais que une réponse qui pral à ces 4 préoccupations, à ces 4 revendications, à ces 4 engagements qui étaient convaincus suffisamment que le débat président vote. Parce que le président vote sur la base de ces 4 grands axes que le dit que c'est des problèmes sérieux, il peut pour des réponses avec eux-mêmes. Budget a traduit réalité ça. Institution qui est responsable de eux ça ou supposé ouais l'argent aller vers eux-mêmes comme ses priorités. Il faut que en dans budget nous voyons que la priorité l'environnement est considéré comme prioritaire. Faut que l'éducation est prioritaire, faut que l'état de droit est prioritaire, faut que l'emploi est prioritaire, faut que tout importe crédit qui consacre à l'environnement, c'est des crédits importants, mais qui abordent les vrais problèmes environnementaux du pays. Maintenant, bon processus là, comment commencer budget? Élaboration budget, il fait un processus qui fait qui comportait 17 étapes. Ça doit commencer le 15 octobre. 15 octobre. Le 15 octobre, jeudi à nous 26 septembre, le 15 octobre 2014, budget 2015-2016 là,
faut processus de préparation, d'élaboration commencer déjà. Écoutez le commencer. Au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et ça continue, l'implication du Premier ministre, des ministres, jusqu'à arriver au 1er juin. Au 1er juin, pour que le document finalisé, approuvé par le gouvernement, l'y transmette à la Cour des comptes pour un avis de conformité. Expliquez-moi ça, puisqu'elle posait problème au niveau du Parlement. Ça, avis de conformité. La Cour des comptes est constitutionnellement autorisée à donner son avis sur tous les projets de loi à caractère financier. Sur toutes les lois fiscales, la Cour doit donner son avis pour dire que le texte est conforme à la Constitution. Le texte en soi, les crédits qui sont mobilisés sont acceptables. Les ressources qui sont prévues, il y a provision légale pour les percevoir. Et la Cour doit donner son avis de conformité. Ça, c'est entre le 1er juin, le texte est transmis à la Cour des comptes qui a 15 jours pour se prononcer. Mais il y a un aspect légal, d'accord, mais est-ce qu'il y a un aspect financier? Est-ce que la Cour a une capacité, ça, l'efficacité même des finances publiques doit être évaluée par la Cour des comptes. Et c'est sur la base d'un rapport, et pour la première fois cette année, effectivement, et ça avait posé problème. Vous connaissez que la Chambre des députés, à un moment donné, pas recevoir, la Cour des comptes a émis son avis de conformité. Côté lui reconnaître que un effort appréciable qui fait en matière d'élaboration du budget, mais côté il dit tout, le budget manque de clarté, il manque de prévisibilité, il manque de transparence, les dépenses d'entretien et de réparation sont très mal adressées. La Cour a fait des commentaires. Certains articles de la loi, la Cour a estimé, ont été mal élaborés et demande de les reprendre. Malheureusement, la formulation idéale n'a pas été proposée par la Cour des comptes. Donc, ceci étant dit, la Cour des comptes, nous allons recevoir le texte là, l'y analyser, l'y fait des recommandations au Parlement. Et les recommandations faites au Parlement à la Cour des comptes auraient pu permettre au Parlement de modifier certains articles du budget. Et permettre qu'au Parlement tout lui-même les questionner. Quand la Cour dit que le budget manque de transparence, manque de prévisibilité, manque de clarté, ça sont indicateurs qui vont être Parlement inviter ministres viennent faire explication sur ces manquements observés par la Cour des comptes quant au texte qui lui a été soumis pour évaluation. Vous allez expliquer que le président a un rôle important à jouer, puisque c'est ça pour la population que le peut l'exécuter, mais le Parlement lui-même, ça lui fait la parole ça dans institutionnel. Je ne vais pas dire président, c'est le gouvernement. Voilà la raison pour laquelle je me dis ça. Le régime politique nous institué, le régime constitutionnel sur lequel on vit aujourd'hui, c'est vrai, il fait du président le seul élu national. Mais sous l'empire de cette constitution, il est matériellement impossible au président de mettre en œuvre directement ses engagements. Il lui faut un gouvernement. Or, ce gouvernement qui a à sa tête le Premier ministre, c'est l'émanation du Parlement. Et la politique générale que le Premier ministre choisi par le président en faisant grâce des différentes propositions de la Constitution entre majorité au Parlement ou pas, mais ce Premier ministre qui va appliquer la politique, ou bien qui va matérialiser les promesses électorales du président, est l'émanation du Parlement et est responsable devant le Parlement. Donc c'est le Parlement qui est censé être le patron du Premier ministre. Donc comment élaborer un budget en tenant compte uniquement des préoccupations du président, sans tenir compte de celles des parlementaires qui eux-mêmes ont eu aussi à faire des promesses à la population. Et c'est là le nécessaire équilibre ce jour. Moi d'accord avec que machine nous monte, elle n'est pas facile, non? Parce que nous commençons, c'est le président qui a vendu la population, qui dit président a le fait pour nous. Et on connaît un système très présidentialiste jusqu'à présent en tête. Nous. On a dit que le Premier ministre là, qui t'a supposé pour faire opération pour le président, il fait stratégie, il gagne pouvoir, tout ça, il a pour faire opération pour lui. Le Parlement contrôle le toujours, expliquez-moi là. On retourne dans la définition budget même au niveau juridique. C'est un acte législatif par lequel sont prévus et autorisés. C'est un acte législatif.
dès qu'on parle d'actes législatifs, on parle de loi, où le gouvernement prévoit et le Parlement autorise. Donc les deux pouvoirs, exécutif et législatif, sont compétents en matière de budget. Et les deux interviennent. À la première phase, l'élaboration incombe à l'exécutif, le vote incombe au Parlement. Une fois le vote terminé, l'exécution incombe à l'exécutif, le contrôle de l'exécution incombe au Parlement. Donc les deux pouvoirs sont compétents. C'est parce que la Constitution est consciente aussi que les deux sont responsables d'apporter le changement nécessaire aux conditions de vie de la population. Maintenant, comment, j'en se pose des questions, à faire en sorte que le président qui a fait campagne sur un ensemble de promesses et qu'il entend matérialiser, qui se retrouve face à un Parlement qui peut être d'opposition, et je pèse bien mon mot, parce que le Premier ministre doit sortir parmi le parti majoritaire au Parlement. En fait, c'est là que nous avons besoin d'arriver à rapport. Il dit que nous devons faire comprendre que, en général, nous-mêmes, nous avons un système présidentiel comme président qui a fait toute bagaille. Mais, réellement, la Constitution est bien claire. Il faut que, lorsque le président peut aller dans l'élection, il pense à toute équipe au niveau législatif pour problème ça. Il lui faut travailler pour avoir une majorité qui épouse sa politique. Or, à défaut de cette majorité, il doit composer avec les forces politiques qui sont représentées au Parlement. Il doit constituer cette majorité. Et moi, je ne vois aucun handicap à ce que le gouvernement dispose au Parlement d'une majorité qui défend sa politique. Mais cette culture n'existe pas. On prend la dernière élection, les deux finalistes, pas même pensé pour être venir avec une équipe députés et sénateurs pour aller dire peuple là, ce n'est pas moi seulement pour voter. Pour me exécuter son mandat, non, ça me promet quoi. Il faut que toute équipe ça. Ce n'est pas tennis, c'est football, c'est basketball. Même quand c'est pédagogie ça pour nous faire. La gestion du pouvoir a ses contraintes et ses limitations. Arriver au pouvoir en tant que président sans disposer d'une majorité au Parlement capable d'épouser la cause de votre politique, pour moi, ça vous oblige à faire des compromis, pour ne pas même dire compromission. Il faut créer, à défaut de cette majorité, il serait matériellement impossible pour un président, même populaire, même avec des visions développementistes, même avec de la bonne volonté de pouvoir délivrer la marchandise s'il ne dispose pas de cette majorité au Parlement. Dans le management politique, comme management, je suis capable de business, si j'ai une vision, j'ai un objectif, mais je dois avoir les stratégies pour atteindre, je suis capable de dire finalité. Mais si je n'ai pas gagné, je suis capable de plus grande vision de gagner. Mais je ne vais pas atteindre les résultats. Il n'y a pas les moyens de ta politique. Moi, je savais quand même que le budget, effectivement, les deux pouvoirs sont compétents. Et la Constitution offre au Parlement la possibilité d'amender le budget. Le Parlement n'est pas tenu d'autoriser les dépenses telles qu'elles ont été proposées par l'exécutif. Il dispose de prérogatives pour faire tous les changements jugés nécessaires, changements qui peuvent même détériorer les objectifs principaux poursuivis par le gouvernement. La seule limitation, c'est qu'en matière d'amendement, le Parlement doit respecter l'enveloppe. L'enveloppe est de 122 milliards, on ne peut pas réduire à 118, on ne peut pas passer à 130. Donc, plafond reste là. Le plafond reste 122, mais à l'intérieur, on peut faire tous les amendements jugés nécessaires et qui répondent aussi aux préoccupations des parlementaires, aux revendications de la population et même aux promesses que même ils ont faites aussi à la population. On va regarder ça dans la deuxième partie de l'émission. On a remarqué que nous commençons l'émission sans ne pas parler de chiffres trop. C'est parce que nous devons montrer nous, on peut avoir les meilleures intentions, mais si nous ne pas comprendre les règles, nous ne pas comprendre les principes, nous ne pas comprendre l'homme, eh bien, nous ne pas atteindre les résultats. Et pendant 2 années là, consécutives, nous avons la même faiblesse. Nous proposons d'attendre dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Sur le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche soir à 7h. Radio Métropole, c'est 3h de l'après-midi. Nous avons recevoir le sénateur Privert, qui est responsable de la commission finance. Dans la première partie de l'émission, nous ne pas parler de chiffres parce que nous voulons
expliquer tout le processus là. Et il n'est pas facile, c'est monopole élaboration, hein. C'est l'exécutif, mais c'est nous-mêmes qui parlons ratifier dans le Parlement. Et troisième acteur, Cour supérieure des comptes, a un rôle important pour jouer. Nous avons une troisième partie de mission sur les institutions. On entre dans le chiffre qu'on y a. Et nous voyons que pendant 2 ans, l'exercice l'a fait. Il a déposé le budget à temps. Alors, on me dit comme ça que nous élaborons jouet là, nous bien commencé à temps. Après, nous avons devant Golan, nous avons fait gardien de but. 2 années consécutives, Golan vide de ballon dehors. Est-ce que c'est ça qui a prévu dans quoi, ça? On dit 3 ans plus tôt. 3 ans, on mettait le 3 ans même? 2012-2013, le budget a été déposé à temps. La Chambre des députés a voté. Le Sénat a voté. Mais, conformément à l'article 220 de la Constitution, les 2 chambres ont voté de façon différente. Or, selon cet article, un texte de loi est réputé loi lorsqu'il est voté en des thèmes identiques par les 2 chambres. La Chambre des députés a fait des amendements. Le Sénat a maintenu certains des amendements opérés par la Chambre des députés et a fait d'autres amendements. Le texte doit retourner à la Chambre des députés pour un nouveau vote. Malheureusement, on est arrivé à la date butoir du 2e lundi de septembre et la Chambre des députés est partie en vacances. Quand la Chambre est partie en vacances, seule façon que le cas écouter vacances pour le revenir travail, c'est sur une convocation du président à l'extraordinaire. Ce qui n'a pas eu lieu. Donc, vous retrouvez avec un texte qui n'a pas été voté dans les mêmes thèmes par les 2 chambres. 12-13 là, exercice fiscal 12-13. Où est-ce que ça avait donné? Le gouvernement avait décidé d'adopter le texte. Il était tenu compte de certains amendements pratiqués par les députés, certains par le Sénat, et avait publié son texte en se référant à l'article 18 du décret du 7 février 2005. On a tourné sur ça après. Ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'eau et beaucoup de réactions de la société. La nature même du texte publié, est-ce qu'on peut parler de loi de finances? Ce n'est pas une loi, ça n'a pas été voté dans les mêmes thèmes par les 2 chambres. Est-ce qu'on peut l'appeler budget de la République? Mais selon la Constitution, c'est le Parlement qui arrête le budget général. Le Parlement ne l'a pas arrêté puisque les 2 chambres ont voté de façon différente. Okay. On est arrivé en 2013-2014. 13-14. Le budget, encore une nouvelle fois, a été déposé à temps. La Chambre des députés a voté. Le Sénat a voté, mais a rejeté. Okay. À ce moment-là, quand un texte de loi est rejeté par une chambre, la Constitution dit ce texte ne peut être réintroduit au cours de la même session. Puisque le texte était rejeté par le Sénat au cours de la session juin-septembre, le texte ne peut être réintroduit que pour la session janvier-mai. Bon, le gouvernement avait dès le mois de janvier pour réintroduire le texte. Il n'a attendu que le mois d'avril. Le mois d'avril, le texte a été réintroduit. La Chambre des députés a voté. Il y a eu consensus entre les 2 commissions et les 2 chambres ont voté en des thèmes identiques. Le budget 2013-2014 a été voté en mai et est aujourd'hui en exécution jusqu'au 30 septembre. L'exercice ça bon lui-même? Déposé en retard, déposé une première fois, rejeté par le Sénat, déposé une deuxième fois, voté dans les mêmes thèmes par les 2 chambres et est actuellement en exécution jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 septembre. Cap fini 30 septembre. Bon, c'est vrai, on peut entrer dans les détails. Ouais. 2013-2014, 2014-2015, le gouvernement a déposé le budget à la Chambre des députés en se référant à l'article 111-2 de la Constitution, qui exige, et ça faut insister sur lui, qui exige que la loi de finances doit être déposée d'abord à la Chambre des députés et votée par cette Chambre, avant qu'il soit transmis au Sénat. Ceci a été fait. Déposé à la Chambre des députés le 30 juin, mais c'était un dépôt. Il n'y a pas eu de présentation de l'exposé des motifs parce que l'avis de conformité de la Cour des comptes n'avait pas accompagné le budget. Bon. Et cet avis est sorti finalement en juillet. Donc,
la Chambre des députés a travaillé sur le texte. La Chambre des députés dispose de 30 jours pour voter le budget. Ils l'ont voté le 9 août, donc après 40 jours. Voté le 9 août, la lettre de transmission du texte voté par les députés au Sénat date du 13 août et n'a été reçue au Sénat que le 14 août, qui était un jeudi. Vendredi, c'était 15 août. Samedi 16, dimanche 17, la commission finance du Sénat nous recevra le texte là le lundi 18. Or, le Sénat dispose de 20 jours. 20 jours là mènent-nous exactement le 8 septembre. 8 septembre, c'était le deuxième lundi de janvier, qui est la date du départ des députés en vacances. La commission a fait son travail et son rapport était